14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Alors je sais plus qui m'avait dit ça, il m'avait dit les anxieux, ils ont peur du lendemain et ils sont toujours dans des peurs de ce qui va leur arriver, tandis que les dépressifs, ils savent pas tourner le dos au passé et puis ils ressassent sans cesse ce qui aura été difficile pour eux. Alors en amour, si je fais un petit peu une extrapolation, ça donnerait à peu près ça, hein. Les anxieux, par peur d'être quittés, vont pas s'engager ou ils vont finir par s'engager et vont tout faire pour que la relation capote, tandis que les dépressifs, comme ils souffrent encore, ils restent englués dans une histoire qui a plus de 20 ans mais qui les a tellement fait souffrir qu'il n'est pas question de recommencer à aimer. Moralité, si vous voulez être heureux en amour, il va falloir apprendre à vivre au temps présent. Comment ? C'est notre invité François Bourgognon qui va nous expliquer tout ça dans un instant. Mais que vous soyez un peu ou beaucoup l'un ou l'autre, je vous invite à venir témoigner, puis on vous donnera des conseils bien précis pour vous aider à être un peu plus heureux tout de suite. Parce qu'on a tous envie d'être heureux, surtout en amour. Notre numéro, vous le connaissez, c'est le 0826 300 300. Alors je fais preuve d'un peu d'humour, François Bourgognon, mais malheureusement c'est quand même très vrai. Hein. Oui, mais c'est tout à fait ça. Hein. On dit que les anxieux sont prisonniers d'inquiétudes tournées vers l'avenir et les dépressifs de rumination tournés vers le passé. Donc c'est tout à fait ça. Et est-ce qu'on peut être les deux ? On peut alterner rumination et inquiétude. Oui, c'est possible. C'est les borderline. Non, pas forcément, puisque les borderline, ils ont une phase un peu maniaque. Oui, on peut être les deux. On peut être à la fois anxieux. Il faut se suicider tout de suite. Hein. Non, il faut plutôt consulter. On a des outils qui peuvent vraiment aider. Oui. Alors on en rigole comme ça, mais en même temps, on fait pas exprès d'être l'un ou l'autre. Non, puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ça fait partie du fonctionnement psychologique normal d'être parfois absorbé dans des inquiétudes tournées vers l'avenir ou dans des ruminations tournées vers le passé. Le problème, c'est quand on est complètement piégé par cette mécanique-là et que ça devient quasiment notre fonctionnement habituel, pour pas dire quasi exclusif en fait. Et c'est là où les problèmes peuvent commencer, parce que quand je suis en permanence en train d'essayer de résoudre ce qui est arrivé, et bien évidemment ça c'est vain puisqu'on ne peut pas résoudre le passé, ou que je suis tout le temps en train d'essayer de résoudre des problèmes que j'imagine que je pourrais avoir mais que je n'ai pas encore, et ça aussi c'est vain, enfin en tout cas c'est un puissant fond, parce que notre tête est toujours capable... on a de l'imagination pour ces choses-là. Exactement, donc notre tête est toujours capable de nous dire un « et si » de plus, et si m'arrivait ça, ou et si il se passait ça. Donc en fait tout l'enjeu c'est quand même d'arriver à mettre son énergie et son attention au service de ce qui est à peu près utile. Et en fait quand on est pris au piège dans la rumination, l'inquiétude, on touche plus une bille entre guillemets, et on est en permanence en train de mouliner à essayer de résoudre l'insoluble. Alors c'est valable évidemment dans tous les domaines, et on va évidemment s'intéresser plus particulièrement au domaine amoureux, hein, où là forcément aussi ça crée des comportements un peu toxiques pour la relation. Hein. Absolument, effectivement, quand on est en permanence mu par vraiment l'exemple le plus typique ou le plus caricatural, mais qui est quand même assez fréquent, c'est les angoisses d'abandon. Hein, donc quand on est en permanence mu par une peur fondamentale qui est que l'autre nous quitte ou nous trompe, finalement ça nous amène à être dans une logique soit d'évitement, soit de contrôle, qui fait que in fine, au bout du bout, on finit par provoquer exactement ce qu'on redoute. Donc parce que d'être dans l'évitement, on s'engage pas dans les relations, et donc finalement on vient valider l'idée que les autres se détournent de nous. Et quand on est dans l'hyper-contrôle, au final ça crée des conflits, des tensions, et puis les relations s'abîment. Donc tout l'enjeu finalement, c'est toujours de prendre conscience finalement de la façon dont on fonctionne, des plis de notre propre esprit qui sont très en grande partie hérités de notre histoire, et de pouvoir les actualiser pour pas pouvoir se faire piéger et emporter malgré nous dans des réflexes qui jouent contre nous. François Bourgognon, vous êtes psychiatre. C'est vrai qu'on est dans une société actuellement très anxiogène. Oui. Est-ce que cette anxiété qui est due donc un petit peu à l'ambiance actuelle, elle va influencer justement dans le domaine amoureux ou pas ? Le stress environnemental vient appuyer en fait sur des natures ou des tendances en fait. Hein. Donc le fait d'être en permanence effectivement dans une ambiance qui est quand même extrêmement, enfin moi je le ressens en tout cas à mon échelle, je trouve que c'est comme on est dans un moment, une époque très anxiogène, ça va venir effectivement appuyer sur cette tendance quoi. Donc ça n'explique pas tout, mais c'est toujours multifactoriel finalement l'anxiété, hein, c'est-à-dire il peut y avoir un terrain un peu génétique
ou biologiques, parce que voilà, on dit il y a des personnes qui vont avoir un terrain allergique et d'autres pas, puis il y a des personnes qui ont une réactivité anxieuse qui est un peu plus élevée que d'autres. Encore que l'allergie, il y a quand même quelque chose de psychosomatique dans l'allergie. Oui, tout à fait. L'allergie est multifactorielle aussi. Oui, oui. Mais donc voilà, donc dans l'anxiété, il va y avoir un terrain, et puis il va y avoir une psychologie qui est héritée de notre histoire. C'est sûr que si on a grandi avec des parents eux-mêmes très anxieux, ou qu'on a vécu certains événements dans nos relations de couple, dans nos histoires, ça va impacter sur la façon dont on ressent les choses. Et puis il y a tout le stress environnemental qui va aussi contribuer finalement à accentuer encore voilà, puis à nous mettre à un niveau qui fait qu'on est beaucoup plus réactif, quoi. Alors bon, d'accord, on comprend qu'on est de nature anxieuse, c'est une chose, et éventuellement on sait pourquoi ou pas, mais est-ce que c'est finalement si important que ça? Une fois qu'on sait qu'on est anxieux, l'important c'est peut-être pas d'expliquer pourquoi on l'est, c'est peut-être de trouver comment faire avec ça. Tout à fait. En fait, bon, moi, la façon dont je travaille avec mes patients, c'est vraiment, en fait, plutôt de se centrer sur qu'est-ce que ma tête me raconte en permanence, dans le moment présent, et est-ce que de suivre les pensées que ma tête produit, c'est quelque chose d'utile pour aller dans la bonne direction dans ma relation? Est-ce que d'être en permanence en train d'essayer de résoudre ma pensée, l'autre va me quitter, c'est quelque chose qui va m'aider ou me mettre en porte-à-faux? Oui. Bon, on a la réponse. Oui. Oui. Mais est-ce que ça suffit de dire stop là-haut? Alors, c'est un bon point de départ, c'est déjà de comprendre ça. Après, ça demande de l'attention, de la vigilance et de l'entraînement. Et c'est jamais gagné d'avance. En fait, c'est même le travail de toute une vie. C'est d'arriver à un moment à être capable de pas se faire emporter ou piéger par nos pensées automatiques qui sont sous-tendues par des croyances de base qui sont héritées de notre histoire. Et donc ça continuera de s'activer toute notre vie. Et si on n'y prend pas garde, ça continuera de nous emporter. Et c'est jamais gagné cette histoire. Donc c'est pour ça qu'en fait en tout cas, moi, je suis sur un versant de la psychologie qui considère que, en fait, il y a beaucoup à travailler sur notre orientation mentale dans le moment présent, et c'est vraiment une question d'apprentissage et d'entraînement. Moi, ce que j'ai tendance à dire, c'est que lorsqu'on est avec le petit vélo dans la tête là, qui nous emmène vers nulle part, j'ai tendance à dire, il faut à ce moment-là tout de suite se trouver une occupation qui va nous permettre de se concentrer sur autre chose, et on va laisser tomber, si je puis dire, le petit vélo pour prendre une moto qui nous emmène quelque part. Alors oui, mais il faut pas que ça soit purement à visée de distraction, parce que sinon la distraction, ça ne marche que le temps où on se distrait, et finalement dès qu'on en sort, le petit vélo redémarre. Exactement. Donc en fait l'enjeu, c'est plutôt de se dire, finalement il est peut-être plus utile, plutôt que de continuer à m'abîmer dans ces pensées qui tournent en rond, qui ne me mènent nulle part, il est peut-être plus utile que finalement je ne cherche plus à résoudre ça, mais que je l'accueille et que j'essaye de mettre mon énergie dans autre chose qui a quand même plus de sens que finalement de tout rater en tournant en rond dans ma tête. Donc voilà, donc c'est plutôt ça l'idée. Et très souvent, en fait, moi j'aime bien aussi dire qu'il y a plusieurs familles de soucis. Alors on distingue 3 grands types de soucis. Il y a les soucis qui vont se centrer sur ce qui se passe maintenant, et c'est des soucis sur lesquels on peut agir. Donc là, généralement, ça va pas très loin, parce que on peut agir dessus. Donc on met très vite. Il pleut, on prend un parapluie. Voilà, et puis on met une action en place, et puis donc on répond, et voilà. Après, il y a les soucis qui sont présents, mais sur lesquels on ne peut pas agir. Et donc là, tout l'enjeu, c'est d'arriver à faire la part des choses, justement, entre ce sur quoi je peux agir, ce avec quoi il faut faire. Donc là, on est vraiment dans l'apprentissage, ou en tout cas le fait de s'éclairer à la notion d'acceptation active, c'est-à-dire faire avec ce qu'on peut éviter ou changer, en attendant d'avoir peut-être plus de prise ou pas, mais en tout cas de pas entrer en conflit avec quelque chose. Pas ruminer quand on peut rien faire. C'est ça, de pas entrer en conflit avec quelque chose qui dépend pas de nous. Et puis après, il y a les soucis qui concernent des problèmes qu'on n'a pas encore, mais qu'on s'imagine qu'on pourrait avoir. Et c'est là qu'on tombe dans l'anxiété. C'est vaste. Et là, c'est sans fin et c'est sans fond. Voilà. D'accord. Et ça, suivant les gens, on a plus ou moins une tendance. Oui, on a une tendance, et puis après, il y a des gens qui sont véritablement pris au piège dans cette logique d'essayer de résoudre en permanence tout. En fait, finalement, ils sont dans l'idée de. C'est du super contrôle, quoi. Ouais, exactement. C'est vraiment dans l'idée de dès que je ressens un inconfort, il faut que je lutte contre, et que je sois à la recherche de solutions. Et finalement, plus je me débat, plus je m'enfonce, parce que ma tête me ressort toujours quelque chose à résoudre. Et plus j'ai l'impression que je me débat pas assez fort. C'est l'image des sables mouvants, en fait. On dit, quand on est dans les sables mouvants, plus on se débat, plus on s'enfonce. Et si on connaît pas le truc, la première idée qui nous vient, c'est pas qu'on se trompe de stratégie, mais finalement c'est qu'on
C'est qu'on se débat pas assez fort. C'est un petit peu le cas par exemple de certaines femmes qui veulent absolument que tout soit nickel chez elles et qui finalement s'en rajoutent toujours et donc finalement elles sont peuvent jamais se reposer, quoi. Oui, c'est une image, hein, bien sûr. Oui, le perfectionnisme aussi, quand il prend une dimension pathologique, obsessionnelle. En fait, la perfection n'étant pas de ce monde, on peut toujours trouver un petit truc de plus sur lequel accrocher, quoi. Oui. Bon, on va en parler avec vous, bien sûr, sur Sud Radio 0826 300 300, que vous soyez anxieux ou dépressif, on va vous aider à respirer à plein poumon. On se retrouve dans un instant avec Steve. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. En compagnie de François Bourgognon, on essaye de vous aider à être aimé au temps présent, et je rappelle que votre livre, le dernier, s'appelle Nuances, c'est aux éditions First, où justement vous expliquez un peu les nuances qu'il y a dans la vie, et il faut surtout bien y penser, parce que sinon on va toujours trop dans un sens ou dans l'autre. Bonjour Steve. Oui, bonjour Brigitte, bonjour à votre invité. Bonjour. François Bourgognon. Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Donc, oui, pardon. Allez-y, je vous en prie. Oui, donc merci déjà de me recevoir. Et ce sujet que vous proposez concernant l'anxiété ou la dépression m'a concerné. Plutôt l'anxiété ou la dépression? Plutôt l'anxiété. Oui. L'anxiété c'est pas nouveau. Cette émotion, en fait, je vis avec elle depuis des années et des années. Donc, à un certain moment dans ma vie, ça m'a pas dérangé. À un certain moment dans ma vie, elle m'a peut-être rendu service, parce que j'étais en posture, si vous voulez, par rapport à des événements de vie, par rapport à ma vie. Ça m'a permis d'être en posture peut-être de vigilance, vous voyez, cette anxiété. Et à un moment donné, et c'est arrivé il y a 2 ans, là j'étais en posture d'alerte. C'est-à-dire que cette anxiété prenait tellement de place que mes certitudes, mon habitude de vie qui m'a mené à être à peu près en confort, a volé en éclats. Pourquoi ? Parce qu'on a déménagé, on a changé de région. Et du coup, la dynamique dans mon travail a complètement changé. Et du coup, mon connu, qui me permettait d'avoir une certaine confiance en moi, c'est-à-dire, je me levais le matin à la maison, je partais à mon cabinet, je partais travailler, etc. Donc je savais où j'allais d'un point A à un point B, je savais ce que j'allais faire, je savais que les rendez-vous, puisque je suis dans des soins, je savais que les rendez-vous, comment je pourrais dire, mon agenda était rempli, vous voyez. Donc en fait... Oui, vous aviez des rails qui vous emmenaient et qui vous rassuraient. Oui. Et ce qui s'est passé quand on a déménagé, c'est que en fait le rythme a complètement changé. Mon connu a volé en éclats. Et là, le doute a commencé à prendre beaucoup de place, de plus en plus de place, si bien que l'émotion, l'anxiété, l'angoisse et même la peur m'a mené en fait à être en posture d'alerte. Et je rejoins ce que disait votre invité par rapport au fait d'être anticipé tout le temps sur éventuellement quelque chose qui pourrait peut-être arriver. Donc les pensées. J'étais dans la projection de quelque chose qui n'existait pas, mais à un moment donné, j'étais convaincu que ça allait mal se passer pour plein de choses au quotidien. Et je reviens par exemple dans mon cadre familial, par exemple. On y viendra si vous voulez. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'étais en posture d'inconfort, mais vraiment profonde. Grave, oui. Oui. Et donc le doute. Et du coup, ce qui était un petit peu envahissant et un petit peu dérangeant, c'est que ce doute a pris de la place dans mon entièreté. À savoir, je me suis beaucoup remis en question, à savoir, est-ce que j'étais un bon mari ? Enfin, vous voyez, ça allait jusque-là, quoi. Oui, en fait, vous l'expliquez très très bien, Steve, merci. Vous étiez de toute façon d'un naturel un peu anxieux, mais assez bien cadré. Et le cadre vole en éclats, et là tout d'un coup l'anxiété prend de plus en plus d'importance et vous perdez pied. Et vous l'expliquez très bien, hein, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se reconnaissent dans votre témoignage. Tout à fait. Alors, ce qui est très bien, c'est que et je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est déjà de commencer par dire que l'anxiété peut être utile et elle s'inscrit dans le fonctionnement psychologique normal. Hein. On dit que l'anxiété, c'est une émotion pénible qu'on
qu'on ressent dans l'attente d'un danger supposé ou à venir. Donc c'est parce qu'il a écouté l'émission avec Frédéric Fanget, je crois. Ah voilà. Steve. J'écoute beaucoup. Ouais, Merci à vous de proposer tous ces sujets qui nous concernent en fait. Ouais. Donc du coup ça peut nous aider en fait à anticiper des problèmes et puis à prévoir comment agir dessus. Donc ça peut être très très utile. Mais effectivement, donc vous dites que vous étiez d'une nature un peu anxieuse et effectivement ce que développent les anxieux comme traits de personnalité, c'est plutôt des traits de personnalité autour du contrôle. Donc on parle de traits de personnalité un peu obsessionnels, hein, c'est-à-dire on essaye de tout cadrer, que tout soit sous contrôle, que tout soit réglé. On met en place des habitudes pour à peu près tout et on est comme ça dans une sorte de zone de confort et on n'est pas trop mal. Et effectivement, à l'occasion d'un stress comme le fait de déménager ou de revoir complètement son mode de vie, toutes nos habitudes volent en éclats et à ce moment-là, la fragilité anxieuse peut entre guillemets s'acutiser, s'accentuer et prendre une dimension qui devient vraiment problématique. Alors en psychiatrie, il y a 2 grands critères qu'on va utiliser pour quand même essayer de caractériser les troubles. C'est soit une souffrance significative, hein, c'est un peu ce que vous décrivez, c'est-à-dire en permanence envahi par des doutes et avec vraiment cette anxiété qui est omniprésente, une perte de confiance, exactement. Et puis aussi, donc ça c'est une souffrance significative et ou une altération du fonctionnement, c'est-à-dire que on va se sentir bloqué ou entravé pour pouvoir s'accomplir ou faire des choses importantes dans différents domaines de notre vie. Et donc on retrouve bien ça dans votre témoignage, je trouve. Et alors, qu'est-ce qui fait que vous en êtes rendu compte? Comment ça s'est passé entre le moment où vous commencez à sombrer et le moment où vous prenez conscience? Alors, je travaille, le mot travail, vous savez que en latin c'est un mot noble au Moyen-Âge, si vous voulez, mais on retrouve la connotation de torturer. Donc je ne vais pas dire que je me suis torturé, mais j'ai essayé d'évoluer et de m'observer, en fait, dans la situation qui m'était présentée. Parce que j'ai fait des choix, si vous voulez, par rapport aux professionnels. Et puis, en fait, je m'observais et jour après jour, petit à petit. Parce que, pour ma part, je ne dis pas que c'est général, mais ça n'a pas été soudain. Bien sûr, non mais c'est normal. Mon action, si vous voulez, de changer de dynamique de travail a été que j'étais un épuisement nerveux TED parce qu'il a fallu faire beaucoup de choses. Bon, c'est pas le sujet. Et donc, du coup, je me suis levé et j'ai réagi et agi par rapport à mon état de fatigue. Et suite à ça, les habitudes de la maison, etc. Et petit à petit, je sentais que psychologiquement, je commençais à... Vous savez, les moments de solitude, je pense que c'est sain. Mais petit à petit, j'ai commencé à m'isoler. Et je vous explique, en fait, je me suis mis beaucoup dans la création, du coup, parce que le temps qui était imparti, notamment par rapport au confinement, vous vous souvenez, il y a 2 ans, et donc ce temps, j'aime bien Montesquieu qui disait « tout le monde a du temps, tout dépend ce qu'on en fait, ce qu'on y met ». Je trouve cette phrase pas mal. Enfin, c'est juste, en tout cas, oui. Et du coup, je me suis mis beaucoup dans la création, c'est-à-dire d'objets, de tableaux, je peins, etc. Ça m'a toujours plu et je le fais de plus en plus maintenant. Sauf que ces créations commençaient à être une béquille. Je sais pas si vous voyez, c'est-à-dire que j'avais plus envie, j'en avais besoin parce que fondamentalement, je voyais que psychologiquement, mes pensées étaient tout le temps liées au passé et au futur, jamais dans l'instant présent. Et le fait de créer la matière, vous voyez, m'a emmené à m'installer un petit peu dans l'instant présent. Sauf que, sans me rendre compte, je passais 8-9 heures sans voir ma famille. On a une maison avec un garage et un atelier au premier étage. Ouais, en fait, c'est bien que j'ai commencé à m'isoler. Oui, bien sûr, oui. À m'isoler, sans me rendre compte. Ouais. Et du coup, ça a impacté un petit peu, et notamment au niveau de la famille. Et je remercie infiniment mon épouse qui a parfaitement compris et conscientisé la situation et qui m'a énormément aidé à passer ce moment. Je la remercie infiniment. C'est une aide, merci à elle. Voilà. Oui, elle vous a compris, accepté, et elle vous a aidé à aller mieux. Ça va mieux maintenant? Oui, alors ça va mieux. Pourquoi? Parce que c'est un petit peu basique ou ce que je veux vous dire, mais du coup le travail recommence. Il y a une dynamique qui est intéressante. Le projet que j'ai mis en place concernant ces créations commence à prendre forme, vous voyez. Ça commence à s'acter par rapport à des faits, voilà. Et du coup, moi ça me permet un peu mieux de me centrer, vous voyez, et d'être un peu plus présent. Du coup. Donc les pensées sont toujours là. De toute façon, les pensées elles sont liées au passé, au futur. Rarement dans l'instant présent.
Enfin, pour moi en tout cas. Et du coup, oui, ça va beaucoup mieux, oui. Alors attention, hein, vous n'êtes pas devenu un extraordinaire optimiste, sans doute, bien sûr, mais enfin, en tout cas, ça va mieux. Qu'est-ce qu'on peut dire pour conclure, Steve? Juste souligner, parce que je trouve que c'est un point crucial dans votre témoignage, c'est en fait ce que vous pointez, enfin en tout cas ce que ça permet de discuter, c'est ce qu'on appelle la fonction de nos comportements en fait, c'est-à-dire que le fait de s'absorber dans des créations, vous dites à un moment c'est devenu un besoin parce que je pense que pour vous c'était vous êtes absorbé là-dedans dans une logique d'évitement finalement, c'est-à-dire en créant vous étiez à distance de vos émotions et de ce que vous viviez, de ce que vous ressentez, et c'était une façon en fait d'échapper à ce que vous ressentiez. Et en fait quand on regarde bien, tout ce qu'on fait ici-bas peut aussi bien être au service de l'évitement qu'au service de l'engagement. C'est pas du tout la même chose de s'absorber dans des créations pour éviter de penser à un problème, ou alors de faire des créations pour se rapprocher de nos ressentis et essayer justement de se rapprocher aussi de valeurs de créativité, de partage, etc. Donc c'est pas du tout la même chose. Alors une caméra filmerait la même chose, mais le processus interne est différent. Et là, vous dites que le processus interne a changé, c'est très bien. Merci beaucoup, Steve. On fait une petite pause, on se retrouve avec Julia Palombe, notre Sexy News. Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, François Bourgognon, nous retrouvons Julia Palombe. Bonjour, et avec elle, évidemment, la vie est toujours une fête. Mais oui, j'hésitais avec une autre formule, comme à la recherche de la levrette perdue, mais je me suis dit que la vie est une fête, c'était bien. C'est pas mal. C'était pas mal, hein. J'aime bien, oui. Je savais. Non, mais j'emprunte ce titre, La vie est une fête, ironique et tranchant à souhait, hein, à la délicieuse pièce de théâtre piquante, le dernier spectacle de la troupe Les Chiens de Navarre, qui se produisait à Paris, au Théâtre des Bouffes du Nord jusqu'à la semaine dernière, et qui sera en tournée la saison prochaine à peu près partout en France. Alors je ne peux que vous conseiller d'aller voir ce spectacle provocateur et explosif mené par le génial metteur en scène Jean-Christophe Meurice, impeccablement interprété par des comédiens qui ne manquent ni d'humour ni de culot. Ça vous plairait, Brigitte. Explorant notre intimité la plus sauvage, notre folie, nos errances, notre désarroi personnel faisant écho à notre confusion collective, la troupe signe un show à sketch politiquement incorrect qui flirte avec la nudité ou la scatologie sans rien perdre de son talent et je dirais même de sa finesse. Notre rapport au corps qui me tient tant à cœur, notre corps qui ne ment jamais, notre corps qui a tant besoin d'attention est épillé, retourné, détouré. Les dictates de jeunesse éternelle sont tournés en ridicule et on en redemande en tant que public. Le décor en toute simplicité, les urgences psychiatriques, mesdames et messieurs. What else? Ouvert 24 heures sur 24, que vous soyez jeune, vieux, fille ou garçon, d'ici ou là-bas, welcome, comme le dit le metteur en scène Jean-Christophe Meurice, il n'y a rien de plus humain que la folie. Et l'amour, alors, vous allez me dire, figurez-vous qu'il se pointe comme un soleil ensanglanté. Mais est-ce que c'est pas... il faut peut-être pas être... pardon, je vais y arriver, je suis pas folle, rassurez-vous. Mais en tout cas, ne faut-il pas être un peu fou pour tomber amoureux? Eh bien, pas, oui. François? Peut-être. Il me semble. On peut, enfin, si on n'est pas un peu fou, on peut pas tomber amoureux. Si on contrôle tout, il me semble que. Oui, il y a dans le laisser aller de la folie. Laisser aller, tout à fait. Dans la passion, il y a de la folie. J'aime bien cette phrase. Alors, et l'amour, voilà, il se pointe dans cette pièce de théâtre comme un soleil ensanglanté, le temps d'un tango au baiser fatal, gilet jaune, tout contre CRS, en uniforme souillé. Vous ne l'aviez pas vu venir celui-là, n'est-ce pas? Eh bien oui, il arrive. Jouissance suprême quand l'érotisme surgit là où on ne l'attendait pas, défait de ses habits de soie habituels avec force et fracas. Notre besoin de consolation est-il impossible à rassasier, comme l'écrivait déjà Stig Dagerman en 1952 dans un court essai paru dans un magazine suédois. Le fait est que c'est une mélodie qui revient également dans un documentaire, cette fois-ci paru le 16 mai dernier sur Netflix, et consacré à la vie tumultueuse de l'icône sexy, rappelez-vous, Anna Nicole Smith, star des années 90, mannequin pour la célèbre marque Guess, véritable emblème de Playboy. Elle est partie de rien, montée au sommet et est tombée de haut en un temps record. Réalisé par Ursula Macfarlane, le documentaire retrace la vie tragique
de la magnifique jeune femme à travers le regard et les mots de ses proches. Et là encore, la folie rôde et l'amour aussi d'ailleurs, sous les phares, les décolletés plongeants, les contrats juteux, la dépression, les cachets et la tristesse profonde qui se creuse. Mais alors, sommes-nous tous si proches de la folie? Sommes-nous tous fous alliés? Ça devient excitant, hein. Donnez-moi une laisse et je vous enchaîne tous. Si c'est notre destin, ne luttons pas contre. Ou alors oui, tout contre, allons-y gaiement. La vie est une fête. Allons-y franchement. Assumons notre folle lumière, notre fou érotisme, nos folles nostalgies. Oh, il y en a marre de rester dans les clous. C'est insoutenable d'être si normal. Non mais soyons fous. Fous d'amour, fous de désir, fous de tout. Mais oui, on s'en fout. Et puis après, tout foutre en l'air et se tirer, mettre les voiles et s'aventurer enfin sur les chemins sauvages. Hors piste, sans complexe et sans regret. Oh oui, la vie est une fête. Et au diable la mortalité, la normalité. Le feu est dans ma peau. C'est Johnny, ce soir c'est son anniversaire. Le feu, tu es le feu. Oui, ce soir, sur la scène du Nopi, on sera plein de chanteurs, plein de stars, d'invités, avec les musiciens de Johnny pour fêter Johnny Hallyday, le boss, le patron. C'est ses 80 ans qu'il aurait eu et on est le 15 juin et là ce soir c'est le feu. Oui, absolument, c'est ce soir place de Clichy au Nopi, hein. C'est l'ouverture des portes à 22h, vous y serez oui, donc j'y serai, je serai sur scène, j'ai la chance de chanter une chanson, je vous laisse deviner laquelle. Je sais pas, vous chanterez que quoi? je t'aime. Alors j'aurais pu, je vais faire les chœurs donc que je t'aime d'ailleurs. Non, je vais chanter J'ai un problème, je crois bien que je t'aime. On était pas loin. Joli. Oui, alors la folie, c'est intéressant parce que c'est un autre psychiatre qui malheureusement est décédé depuis, qui s'appelle Serge Tribollet. J'en profite pour lui rendre hommage, qui m'a beaucoup intéressé sur la folie justement, et qui dit qui disait donc oui, il vous faut un peu de folie, sinon comment on peut se jeter sur le corps de l'autre, comment on peut être créatif, qu'est-ce que vous en pensez, vous qui êtes psychiatre justement? Je pensais à une phrase aussi, alors je sais plus exactement comment c'est dit, mais en gros en substance ça veut dire ça, c'est qu'en étant uniquement dans le rationnel et l'intelligence froide, on se prive de la possibilité même de vivre en fait. C'est-à-dire qu'à un moment, qu'est-ce qui fait que on a une vie qui mérite d'être vécue? C'est aussi de vibrer, de lâcher prise, d'oser. Et effectivement, on peut dire à partir du moment où on se laisse aller et que ce n'est pas rationnel, alors c'est de la folie. Mais non, en fait, c'est aussi la vie, quoi. C'est la vie. Peut-être alors il faut se connecter les bonnes folies ensemble, quoi. C'est peut-être ça. Oui, c'est ça. Pour tomber amoureux, faut se rencontrer dans nos folies, peut-être. Ouais, tout à fait. Dans nos folies et dans nos valeurs aussi, je pense. C'est-à-dire vraiment porter des choses communes et vibrer ensemble. Vibrer ensemble, je trouve que c'est... Mais en même temps, c'est vrai que le problème de la folie, c'est à quel moment on va déraper, à quel moment on va tomber dans le précipice. Et c'est là où on voit qu'il y a des gens qui ont la chance d'oser et puis d'avoir quand même juste une sorte d'ange gardien. Moi, j'aime bien l'idée de l'ange gardien, même si c'est totalement... c'est pas un mot de psychiatre, hein, mais il y a quelque chose comme ça, quoi. Tout à fait. C'est la question du normal et du pathologique qui est très très sensible. On n'a toujours pas tranché très bien d'ailleurs, hein. Dans des classifications, on essaye comme ça de déterminer. Mais comme je disais tout à l'heure, il y a deux grands arguments forts. Moi, je trouve si les auditeurs peuvent retenir ça, parce que du coup, quand on se demande quand est-ce qu'il faut consulter, c'est quand on ressent une souffrance significative et ou qu'on se sent entravé dans notre fonctionnement et qu'on a le sentiment vraiment d'être gêné par ce qu'on ressent ou ce qu'on vit, ce qu'on se dit, pour essayer d'avancer dans les champs importants de notre vie. Voilà. Donc. Alors moi c'est simple, hein. Je suis un peu folle parce que j'aime bien parler à l'être suprême là-haut, mais je ne suis pas schizophrène parce qu'il ne me répond pas. D'accord. Génial. C'est une bonne définition. Et alors j'ai trouvé intéressant, puisque à un moment donné vous parliez des messages du corps, François Bourguignon, quels seraient les messages du corps lorsqu'on est très anxieux ou dépressif? L'anxiété. Parce que le corps, il ne ment jamais, hein, c'est vrai. L'anxiété, elle se manifeste. Alors, l'émotion, l'anxiété, ça se manifeste par des tensions dans le corps. Transpiration, cœur qui s'accélère, une boule dans la gorge, un poids sur la poitrine. Ça ressemble à de la peur, en fait. On est dans le spectre de la peur. Et puis, en fait, de façon chronique, l'anxiété, elle va se traduire par des difficultés d'endormissement, de la fatigue, des problèmes de concentration, des problèmes de libido. C'est très très fréquent.
voilà, et des maux, des douleurs qui sont liées aux tensions musculaires. Moi, par exemple, pour vous parler de moi, je sais que quand je suis très anxieux, ça s'allume dans le dos. Voilà, donc ça s'impacte de cette manière-là. Et un psychiatre anxieux, c'est pas très surprenant, hein, Julia Pallon. C'est une vocation, quoi. Oui, ça fait partie du parcours, en fait, c'est ça. Voilà, c'est ça. Oui, c'est vrai que je vois pas Julia Pallon avoir eu un jour un désir d'être psychiatre. Je sais pas pourquoi, mais je ne crois pas. Je ne crois pas que ça fait partie de vos projets de vie. Non, dans une autre vie, je n'ai pas le temps, là. Là, je n'ai pas le temps. Là, je suis dans une autre vibration. Hein. Okay. Oui, là, je suis plus proche de Johnny, effectivement. Mais la scène, est-ce que la scène n'est pas quelque part un espace psychiatrique? Je pose la question. Oui, bien, bienvenue à cet asile ce soir, place de Clichy, au Nopi. Ils vont m'adorer. À partir de 22h. On retrouve Patrick maintenant pour 3 questions intimes. Bonjour Patrick. Bonjour à vous et à votre invité, à Julia. Bonjour. Faut être un peu fou pour répondre à 3 questions intimes, hein, Patrick. Oui, un petit peu. Il faut de la folie. Oui. Alors justement, quelle note vous donneriez à votre folie sur 10, vous? Dans le domaine de la vie intime ou dans la vie globale? Soyons dans le domaine de la vie intime, allez, soyons fous. Ouais, voilà. Disons que de 14 ans jusqu'à mes grands 49 ans, je pense que je peux rester 10 sur 10 dans la folie, oui. 10 sur 10, ça voudrait dire que vous avez fait des trucs même hors la loi. Hein. Si on veut vraiment 10 sur 10, ça c'est quand même... ça voudrait dire que vous avez fait tout et n'importe quoi. Enfin, il me semble, non je restais dans entre guillemets, ce qui est politiquement correct. On va dire 7 ou 8 alors. Hein. Alors oui, effectivement. Non, j'avais pas pensé à ce qu'on pouvait... Oui. Je crois. Hein. Enfin, je sais pas, vous êtes d'accord Tout dépend de ce qu'on met derrière la note, hein, mais effectivement, ça peut être une façon de lire l'échelle entre 0 et 10. Qu'est-ce qu'on met derrière? Bon. En tout cas, vous avez bien vécu, déjà. Je sais pas ce qui vous reste à vivre, mais déjà, ça va. J'espère bien. J'espère bien pour vous, bien sûr, j'espère bien pour vous. Deuxième question. Quelle est votre tactique pour séduire, Patrick? Depuis que j'écoute un petit peu votre émission avec la thématique du parlons vrai, je me mets à dire réellement quand je trouve une femme séduisante ou sexy ou quand j'ai une partie de son corps qui m'attire, de lui dire carrément. J'ai encore fait ça que ce matin, une dame que j'ai croisée quelque temps en arrière, et j'avais croisé avec une tenue qui était colorée, et ce matin je la revois, et je lui dis écoute, j'ai rêvé de toi dans ta tenue. Et c'est parti tout de suite en fantasme, on s'est mis à s'embrasser, à se caresser, t'as descendu ta robe. Tu voulais dire tout ça comme ça Ah oui, et puis comme t'as descendu ta robe, j'étais face à toi, je te caressais les cuisses, et j'ai mis mon sexe entre tes seins, et on a fini comme ça, on n'a pas fait l'amour. Et elle a répondu quoi? Elle était toute échotée, en disant mais on dirait qu'on n'a pas fait l'amour, mais on n'a pas pris de plaisir alors. Je dis si, justement, en plus on a joui, et tous les deux simultanément, c'est exceptionnel. Et alors? Vous avez rendez-vous ce soir? Non, parce qu'elle est un peu mariée. Si c'est qu'un peu. Et suite à ça, par contre, elle m'a dit cet après-midi, je vais faire les magasins avec mon mari. Et parce qu'en fait, je ne parlais que de son haut, que j'avais projeté mon imagination de cette une grande robe un peu à la cigane, si vous voulez. Et alors, elle m'a dit, écoute, cet après-midi, j'ai essayé de trouver une robe qui ressemblait à ce que tu as décrit de ton fantasme. C'est bien parti alors. Je crois qu'on va lui donner 10 sur 10 sur sa folie. Hein. Je pense qu'on peut lui donner 10 sur 10, moi je trouve. Il n'y a pas de doute. Puis là, ce qui était croustillant, c'est que c'était une dame qui était, je dirais, quelqu'un de très élégant, quelqu'un qui a déjà une vie passée, qui a une vie commerçante, etc. Quelqu'un de, une femme, une grande dame, comme on pourrait le dire. Donc, parce que de deux choses l'une, ou vous lui avez vraiment dit tout ça, ou vous nous racontez des bobards, mais de toute façon vous êtes fous. Donc. Dans tous les cas, je ne raconte jamais l'histoire. Et non, c'est l'anecdote de ce matin, oui. Oui, très bien. Et alors, dernière question. Qu'est-ce qu'on pourrait poser comme question totalement délirante? Julia Pallon, tiens, posez une question à Patrick. Oui, avec Julia, ça va me plaire. Je ne sais pas pourquoi. Moi non plus, je ne sais pas pourquoi. Mais alors, qu'est-ce qu'il vous reste comme fantasme, si vous avez tout fait?
Ah bah non, j'ai pas fait avec une chroniqueuse de radio professionnelle, par exemple. Ah, je vois où vous voulez en venir. Vous voulez vous taper la star. Les paillettes, c'est ça, les projecteurs, c'est ça qui vous attire. Et en plus, Le micro. jour de l'anniversaire de Johnny, là, je pense que ça serait l'apogée. Ah ouais, tu m'imagines avec le cuir, les franges et tout ça. C'est ça. Mais Tu as ça bien tombe bien, je suis raison. dans le milieu de la moto en plus, donc on est un peu dans l'univers. D'accord. Eh bien, vous pouvez poser une question à François Bourgognon, allez-y. François, oui, je me suis posé une question quand il parle de ces problèmes d'anxiété avec une boule dans le dos. Oui. Oui, Vous voulez en savoir plus? c'est un petit peu ça, oui. Oui, non, bah après c'est ce qu'on appelle des somatisations en fait, hein, c'est-à-dire l'expression corporelle d'une émotion qui peut se traduire par des douleurs, des blocages ou des contractures. Et moi, depuis que la première fois que ça m'est arrivé, c'était pendant mes études. Je me rappelle très très bien. C'était pour un examen d'anatomie. J'étais nul en anat. C'est pour ça que j'ai fait psy d'ailleurs. Je pense que j'aurais pas été un très bon chirurgien. Je suis maladroit. J'étais nul en anat. Et donc quand je m'étais rendu aux examens, je me rappelle que j'avais été complètement bloqué parce que je sentais que j'étais pas du tout au niveau pour me rendre à cet examen-là. Et donc depuis, finalement, quand je dois faire face à un stress important, j'ai ce type de manifestation corporelle et voilà, je sais très bien d'où ça vient et ce que ça signifie. Voilà. Et vous faites avec. Alors, donc ça veut dire que les psychiatres, c'est ceux qui étaient mauvais en médecine. Non, Ça explique pourquoi il y a de plus en plus de fous dans ce monde. Non, pas du tout. C'était de l'humour, hein, je rassure tous ceux qui nous écoutent, évidemment. Allez, on fait une petite pause, et on retrouve nos esprits et on continue bien sûr sur Sud Radio. Venez si vous êtes un peu dépressif, un peu anxieux, on va vous aider. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, c'est en compagnie de François Bourgognon, psychiatre et auteur de ce livre « Ne laissez pas votre vie se terminer avant même de l'avoir commencé » aux éditions First. Je sais que vous êtes assez nombreux à avoir apprécié cet ouvrage que nous évoquons, donc l'instant présent en amour. Et c'est vrai que c'est difficile finalement de ne pas se projeter, quelle que soit la relation qu'on est en train de vivre. Dasha, bonjour. Bonjour. Merci. Vous m'entendez bien? Oui, très bien Dasha. Merci d'être avec nous. Alors, vous voulez nous parler d'une relation qui est terminée, hein, je crois. Une relation qui est terminée, qui s'est mal passée, et une nouvelle relation qui se passe bien et qui poursuit l'évolution de la première. C'est-à-dire ? Alors j'étais dans une première relation assez compliquée où j'étais très très angoissée, donc c'est déroulé il y a 2 ans. Et donc je souffre depuis très longtemps d'anxiété généralisée et donc j'avais de la dépendance affective et beaucoup d'angoisse et d'instabilité relationnelle. Et donc j'étais avec un garçon qui avait vraiment très peu d'intelligence émotionnelle et donc c'était assez compliqué. Donc j'ai eu un parcours où j'ai mis vraiment beaucoup de temps à stopper la relation et à me réparer en étant suivie par un psychiatre et une psychologue. Et donc j'ai fait une pause de 2 ans où j'ai travaillé sur moi et je me suis mise en relation avec une personne qui était ma meilleure amie. Donc il y a à peu près 1 an. Et voilà. Et donc je deal toujours avec beaucoup d'anxiété, mais on travaille ça ensemble et je travaille plus à seule maintenant, mais en relation avec elle. Et vous êtes, vous avez le sentiment d'être un petit peu moins anxieuse ou finalement ça se maintient ? J'ai l'impression d'être moins anxieuse, en tout cas relationnellement. Ce qui est intéressant, c'est que à l'époque, j'étais pas du tout prête en fait à relationner et je devais me réparer et travailler sur moi. Donc ça a été très dur de faire face à ça pendant 2 ans parce que c'est un parcours qui se chemine seul, en tout cas de mon côté. Et donc en tout cas en relation, là c'est avec une personne non binaire et donc en fait où on fait très attention aux limites personnelles et donc on travaille ça ensemble. Des fois j'ai des gros moments d'angoisse où j'ai besoin de me mettre en off et donc de mettre pause sur notre relation pendant quelques jours, pendant 1 semaine, afin de me ressourcer. Mais il y a moins d'anxiété, clairement. On a l'impression à écouter Dasha que quelque part elle est assez lucide maintenant et ça c'est peut-être un bon point. Oui, le bon point de départ effectivement c'est quand même d'avoir conscience de quelles sont les difficultés. Bon, elle parle d'anxiété généralisée, donc c'est
je pense que c'est un diagnostic qui a été discuté. C'est vraiment, on dit c'est la maladie du souci en fait. L'anxiété généralisée, c'est les personnes qui vont avoir des soucis excessifs, envahissants, quotidiens sur différents domaines, grands domaines de vie. Alors ça peut être les relations, ça peut être la famille, les amis, le travail, les finances, l'avenir. Voilà, donc ça peut imprégner comme ça tous les champs de la vie et voilà, et entraîner effectivement une altération du fonctionnement ou une souffrance significative. Et puis ça s'associe aussi volontiers effectivement à une forme d'anxiété sociale aussi, c'est-à-dire la difficulté à être en relation avec les autres et soumis à un éventuel jugement négatif d'autrui. C'est voilà, la peur d'être jugé négativement. Donc tout ça, on le retrouve très souvent un peu de façon combinée chez les personnes qui souffrent d'anxiété généralisée. Et donc ça va nécessiter effectivement de différents types d'interventions pour aider. Mais vous semblez assez jeune, Dasha, et il me semble en plus que vous arrivez en vous isolant un petit peu à reprendre pied. Donc tout ça, c'est plutôt bon signe, je pense. Ah oui. Oui, c'est vrai que j'ai 22 ans, donc je suis quand même très jeune. Et oui, depuis mon adolescence, je fais en sorte d'être suivie pour m'aider au quotidien. Donc c'est vrai que je suis assez lucide sur mon fonctionnement. En effet, ça m'aide beaucoup. Ben oui, parce que déjà vous pouvez vous en amont, avant que de sombrer totalement, vous pouvez réagir. C'est important. Et d'ailleurs, je crois que c'est bien de le rappeler, François Bourguignon. Plus on consulte jeune, quel que soit le trouble d'ailleurs, et Dieu sait si on en a pratiquement tous, plus on a des chances justement de régler les choses. Ah oui, tout à fait, parce que en plus les problématiques anxieuses n'ont pas tendance à s'améliorer avec le temps. Donc effectivement, c'est vraiment le plus on en parle tôt, le mieux c'est, parce qu'on peut tout de suite proposer des choses et apprendre à fonctionner différemment. Puisque vous dites aussi, Dasha, ce qui est bien, c'est aussi d'être un petit peu attentive à qui vous allez parler de vos émotions, parce qu'effectivement dans notre environnement, les gens qui sont autour de nous, nos proches, sont pas forcément de très bons interlocuteurs pour mettre des mots sur nos émotions, parce que eux-mêmes sont en difficulté avec tout ce qui a trait aux émotions, les leurs, celles des autres. Et donc voilà, alors parfois on va avoir un ou une bonne amie qui est très compétent pour parler avec nous de nos émotions, et puis on a des personnes qui sont très proches de nous et qui sont pas du tout compétentes pour le faire. Donc c'est très très bien de faire le tri entre les personnes à qui vous allez en parler. Et d'aller faire un check-up. Il y a des personnes qui partent aussi parce que les personnes ne suivent pas l'évolution personnelle et c'est important de savoir dire adieu de temps en temps. Oui, bien sûr, parce que visiblement vous allez encore beaucoup évoluer et forcément vous allez perdre des relations, vous en redécouvrirez d'autres de toute façon. Ouais, mais je tenais aussi à préciser quand même que en tout cas autour de moi il y a beaucoup de personnes qui souffrent d'anxiété et je sens que c'est des personnes qui auraient besoin d'un retranchement et c'est très dur de le faire parce que relationner quand on n'a pas encore réglé pas mal de problèmes assez intenses et qui sont personnels, c'est très compliqué de relationner et là j'ai senti que j'étais à un stade où je pouvais faire les deux en parallèle, c'est-à-dire mon partenaire m'aide au quotidien et on travaille vraiment sur les charges mentales et sur l'équilibre émotionnel et d'un côté je continue mon parcours personnel mais c'est assez compliqué mais ça se fait avec calme et maturité mais ça prend du temps. Oui, enfin, l'un n'empêche pas l'autre d'abord, et ensuite, ça évite que votre partenaire soit celui qui prend tout le fardeau de vos émotions, tout le fardeau de vos doutes, de vos angoisses. Donc c'est très bien. Tout à fait. Ouais, oui, bien sûr. Oui, les proches sont là pour soutenir et être empathiques, mais pas pour soigner. Donc, ou proposer, trouver des solutions à des problèmes pour lesquels ils sont pas compétents. Donc voilà, c'est très bien de faire les deux en parallèle. Merci beaucoup, Dasha. On va continuer évidemment après les infos à évoquer, visiblement surtout l'anxiété, mais c'est vrai qu'elle est actuellement en nette augmentation. Mais d'abord, avant de laisser la place aux infos, je vous propose une petite devinette. Pourquoi on peut comparer la vie à une pièce de théâtre? Vous avez le temps des infos pour trouver la réponse. Et si vous avez envie de réagir avec François Bourguignon, vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. On se retrouve dans tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.
Alors, est-ce que vous êtes plutôt anxieux, plutôt dépressif, ou au contraire, d'humeur stable, toujours positif? Venez nous le raconter. On est avec un psychiatre, évidemment, François Bourgognon, qui est avec nous, auteur de plusieurs livres. Le dernier s'appelle Nuance et c'est aux éditions First. On retrouve Charles, mais d'abord, je vais pas oublier ma devinette. C'est quoi la réponse? Pourquoi on peut comparer la vie à une pièce de théâtre? Je dirais que ça peut peut-être quelque chose à voir avec les différents rôles qu'on joue dans notre vie. Un petit peu, oui, absolument. Parce que ce qui compte, c'est pas qu'elle dure longtemps ou pas. Ce qui compte, c'est qu'elle soit bien jouée. Que ce soit la vie ou la pièce de théâtre, évidemment. Bonjour Charles. Bonjour Brigitte et bonjour à votre invité et merci de me recevoir sur votre antenne. Mais je vous en prie. Alors vous avez vécu avec quelqu'un d'anxieux. Tiens, c'est intéressant parce que ça aussi, ça peut être pesant. Oui, en fait, j'ai vécu 20 ans avec cette personne et si vous voulez, en fait, il y a vraiment un transfert qui se fait par contagion, si je peux dire, contamination, je sais pas comment on peut dire, infusion peut-être, de l'un vers l'autre et on devient soi-même. Si au départ on tend la main, au final on se retrouve soi-même directement touché. Quoi. Alors c'est une perfusion, on pourrait dire. Oui, puisque ça pique effectivement. Donc c'était une femme qui était toujours en train de penser que le pire allait arriver, hein. Eh bien en fait, si vous voulez, on a du mal à être dans l'instant présent, hein, c'est un peu le thème de votre émission aujourd'hui. Et parce que c'est quelqu'un qui se questionne en permanence, c'est-à-dire est-ce que je vais y arriver et pourquoi si toujours avoir besoin d'avoir des réponses à des questions des fois qui sont presque évidentes, quoi, j'ai envie de dire, et ça met le doute en permanence. Et c'est vrai que en soi à vivre c'est compliqué. Hein. Mais si c'est des questions où les réponses sont évidentes, c'est assez facile. Ce qui est peut-être plus difficile, c'est quand justement il n'y a pas de réponse. Non, enfin je sais pas, parce que c'est un peu ce que font les enfants d'ailleurs. Ils nous posent parfois des questions où il n'y a pas de réponse, et c'est ça qui peut nous mettre. Ouais. Alors après, si ça se traduisait chez elle vraiment par une hypocondrie et des besoins de donc à se dire mais si genre j'ai mal au ventre, c'est parce que j'ai ça et l'anxiété arrive et donc on va faire des examens et le médecin m'a dit ça donc je vais aller voir si c'est pas ça. On regarde sur Google, on s'interroge, mais le médecin m'a dit n'importe quoi et blablabla et ça part sur quelque chose qui est sans fin, quoi. Prise de tête. Ah ouais, non, mais je vois que vous en aviez plus que marre. Oui. Mais en fait, ça se termine par quelque part aussi, ça s'est soldé à la fin par une séparation. Mais c'est vrai que il n'y a pas d'issue à ça. C'est interminable. Mais est-ce qu'elle était suivie ou pas? Oui. Et est-ce que ça allait mieux quand elle revenait d'avoir été voir son psychiatre? Ça allait mieux, mais il y avait d'autres questions qui revenaient derrière. Et puis, alors après, ce qui est difficile dans ces cas-là, c'est que quand il y a des mots, on ne sait pas démêler le vrai du faux. C'est un peu à force d'appeler au loup, on crie au loup et le jour où ça arrive, on ne sait plus. Et même, je pense que même peut-être les médecins et le corps médical peut s'y perdre aussi. Oui, c'est un témoignage très intéressant parce que alors effectivement il y a une forme de contagiosité quand même de l'anxiété quand on est en permanence au contact de gens anxieux. On ressent l'émotion qui sourd des personnes anxieuses. Et puis effectivement il y a la tendance quand on est un proche, c'est d'essayer de rassurer, mais le fait de rassurer, ça ne marche qu'à court terme en fait, parce que derrière, il y a toujours une préoccupation qui revient. Donc effectivement, comme vous dites très bien, c'est sans fin. C'est sans fin, il y a toujours un questionnement, il y a toujours une anxiété. Et il y a quand même deux clés qui, moi, me semblent très importantes en psychothérapie par rapport à l'anxiété. C'est déjà ce qu'on appelle l'acceptation du risque, c'est-à-dire qu'à un moment, en fait, on est toujours obligé d'embrasser un risque de se tromper. Donc c'est où est-ce qu'on
met le curseur, mais ce qui va souvent choper chez les anxieux, c'est qu'ils ne supportent pas de devoir embrasser un risque quel qu'il soit. Et ils veulent être certains, par exemple, d'être arrivés avant même d'avoir fait le chemin. Alors que, bien évidemment, alors on peut essayer d'anticiper certaines choses qui vont se passer sur le chemin, c'est-à-dire est-ce que on va pouvoir s'arrêter à certains endroits pour se reposer, quel est l'état du trafic, etc. Mais à un moment, il faut aussi embrasser le risque que peut-être il va y avoir un accident, peut-être il va y avoir des choses qu'on ne maîtrise pas. Excusez-moi, je vous coupe, François Bourgognat, mais c'est parce que je pense que là tout le monde va comprendre. On l'a vu lorsqu'il y a eu une décision du confinement, finalement 80% de la population était tout à fait open à ça et même était rassurée. Et il y avait quoi ? Il y avait à peine 20% qui trouvaient que c'était une atteinte à notre liberté. Et pourquoi ? Parce que 80% des gens étaient anxieux et du coup ça les rassurait en se disant comme ça je ne risque rien. Ce qui n'était pas forcément prouvé, parce que c'est peut-être dans ces 80%, il y en a eu plus qui ont eu le Covid que dans les 20% qui... Oui, puis ça a entraîné d'autres soucis, d'autres difficultés. Absolument. Mais on a bien vu, enfin moi je me souviens, parce que moi je ne suis pas trop en nature anxieuse, comme on peut s'en douter, et c'est vrai que ça m'avait surprise, cette acceptation pratiquement totale. Vous voyez Charles, donc c'est là où on voit que le problème, c'est pas votre cas visiblement, vous n'êtes pas quelqu'un de très anxieux, mais on voit bien que finalement les gens très anxieux, ils passent un peu à côté de leur vie par besoin de sécurité, ils perdent la liberté de vivre. C'est ça exactement, en cherchant à tout prix à se prémunir de tout risque, ils sont figés, parce qu'il y a toujours un risque à embrasser. Il y a toujours, alors donc chez les personnes qui vont souffrir de tendances hypocondriaques, c'est-à-dire à se trouver des maladies graves dès qu'ils ont une sensation un peu louche, c'est à partir de quand je suis quand même en mesure d'accepter finalement d'avancer avec mon anxiété sans chercher à tout prix à la contrôler ou à y résoudre en multipliant les examens et en demandant en permanence à tout le monde de me rassurer. Donc ça, c'est là-dessus qu'on peut travailler. Et puis voilà. Et puis après, il y avait une autre piste, mais qui m'échappe là, donc ça reviendra peut-être plus tard. Oui. Et vous avez eu des enfants, Charles, ensemble ? Oui, on a eu des enfants, mais après, je reviens sur ce que vous disiez. C'est-à-dire, vous me dites, aujourd'hui, vous me dites, oui, vous n'avez pas l'air anxieux. Non, mais je l'ai été. Et je l'ai été, pas à son contact, je l'ai été avant qu'on se connaisse. C'est bizarre parce que peut-être qu'ils se ressemblent, ça semble aussi, on sait pas. Moi, j'étais anxieux de est-ce que je vais y arriver, est-ce que dans mon travail je vais arriver à faire ce qu'on me demande. Je crois, pour répondre à votre question qui est en effet très intéressante, je crois qu'on choisit souvent quelqu'un qui va l'être plus que nous pour relativiser notre propre anxiété. Et ce serait valable sur notre peur d'être trompé, etc., etc. C'est valable un peu sur tout, je trouve. Inconsciemment, on va choisir quelqu'un qui va avoir une poutre dans l'œil alors que nous, on n'a qu'une paille. Vous êtes d'accord, François ? Oui, alors ce qui est marrant, en tout cas en psychopathologie, c'est ce que nous on observe, c'est que les anxieux parfois vont trouver un souci dans lequel s'absorber pour éviter un autre souci qui les angoisse encore plus. Ah oui. Donc c'est ce qu'on appelle du renforcement négatif. Bref, c'est la terminologie, mais c'est pour dire qu'il y a une forme de soulagement à être dans un souci pour éviter un autre encore plus gros, quoi. Voilà, c'est ça. Donc du coup, vous avez oublié votre anxiété tellement vous étiez envahi par celle de votre partenaire, en gros. C'est ça ? Et au final, c'est ce que vous dites, c'est-à-dire qu'on oublie de vivre derrière après, et on est passé à côté de tellement de choses, tellement bien, et on fait la rétrospective de notre vie. À un moment, souvent on fait le bilan. Peut-être que la crise de la quarantaine arrive là, mais on regarde ce qu'il y a derrière, on se dit qu'est-ce qu'il y a devant. Bon, ok, ce qu'il y a derrière, ça me plaît plus. Devant, j'ai envie de mieux, et c'est souvent là qu'il y a un tournant, que les conflits arrivent. Et vos enfants, ça va ? Ils sont pas trop anxieux ? Non, les pauvres, ils en ont souffert. Après, depuis qu'on est séparés, ils sont moins anxieux. Ils le sont toujours un peu, mais c'est l'âge qui est voilà, c'est lié à l'âge plus qu'au fait à notre fait à nous, voilà. Non, c'est pas des anxieux à proprement parler. Mais je vous sens un peu triste de justement de ce bilan que vous faites. Oui. Ben oui, c'est un bilan qui est positif, donc le fait d'en parler, ça me rend triste parce que je vous dis, on aurait tellement pu passer à côté de belles choses et vivre d'autres moments. Après,
je sais pas être malheureux. Hein. On a eu des beaux enfants, on a eu une belle vie quand même. Voilà, on s'en est sorti. Je vais vous donner un petit outil qui va vous permettre d'être moins triste. C'est que là, maintenant, vous allez voir les moments où vous allez être chouette. Ça va vous paraître encore mieux parce que justement, vous êtes passé par là. Donc finalement, la vie est belle. Oh oui. Et puis. Je veux dire, j'ai quand même les chances. J'ai une amie qui travaille dans le corps côté psy, elle est infirmière, elle me dit de toute façon, on retient que les choses négatives. Il faut que tu penses à t'endormir le soir en pensant des choses qui sont positives. Et tu restes que là-dessus. Et tu verras que ça ira mieux. Alors, elle n'a pas tout à fait raison, hein, parce que par exemple, quand on décide de prendre, de rompre, très souvent, ce qui nous empêche de vraiment rompre, c'est la nostalgie des bons moments. C'est pour ça que, par exemple, certaines femmes vont rester avec des hommes qui les battent, parce que elles ont trop la nostalgie des bons moments, et c'est à cause de ça qu'elles restent. Donc, elle n'a pas tout à fait raison. Ça dépend de comment on fonctionne. Enfin, je m'adresse maintenant au psychiatre. Moi, je suis pour surtout une vision objective des choses, c'est-à-dire à un moment il y a sûrement eu du bon, il y a eu aussi sûrement du moins bon, et que ça a été la réalité de la relation. Après, ce qui est important aussi, parce que c'est quelque chose qu'on discute souvent, c'est de ne pas s'empêcher d'avancer maintenant en essayant en permanence de résoudre le passé ou de ruminer sur le passé. Donc effectivement, la relation, elle a peut-être pas été à la hauteur de ce que vous auriez souhaité, elle a été ce qu'elle a été, et c'était le chemin qui vous a conduit jusqu'ici, et la bonne question à se poser, c'est maintenant vers quoi je vais, et quels sont les enseignements que j'ai pu tirer de ce qui s'est passé pour ne pas répéter certaines erreurs et essayer d'aller vers un avenir qui me correspond bien. Et je pense que c'est ça le bon point de départ. Merci Charles, en tout cas. Merci beaucoup. On va continuer dans un instant avec vous, bien sûr, toujours 0826 300 300. N'hésitez pas, vous aussi, à nous dire comment vous avez traversé peut-être des moments d'anxiété qui ont nui à votre histoire d'amour. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, François Bourgognon, on parle de ce que c'est de vivre avec un anxieux. On a eu la version homme qui vit avec une femme anxieuse, et je crois qu'on va avoir l'inverse. Donc Stéphanie, qui vit avec un mari vraiment anxieux. Bonjour Stéphanie. Bonjour Brigitte, bonjour François Bourgognon. Bonjour. On vous écoute, allez-y, racontez. Oui, donc moi c'est mon mari qui est un grand anxieux depuis qu'il est né. Son anxiété l'a amené à devenir alcoolique. Au jour d'aujourd'hui, il est sobre, mais son anxiété en fait est toujours là. À un point que c'est à chaque pas qu'il avance, par exemple il descend les escaliers, c'est à penser à avoir la chute qui pourrait se produire s'il loupe une marche. Et à chaque fois que quelque chose, en fait, si une chose dans la matinée, dans la journée se passe mal, c'est toute la journée qui est gâchée parce que ça, du coup, ça lui met du stress. Ça réaugmente son anxiété, quoi. C'est ça, l'anxiété est augmentée, et chaque chose, en fait, comme il devient encore plus anxieux, chaque chose qu'il veut faire, ça fonctionne pas. Mmh. Est-ce que de tomber dans une addiction comme l'alcool, c'est fréquent quand on est anxieux, plus que j'imagine Oui, parce que l'alcool est un très bon anxiolytique. Donc en fait, le problème c'est que ça c'est toujours ça guérit rien. Ça guérit rien. La logique de l'addiction, c'est du soulagement à court terme. Donc en fait, quand on n'est pas bien, le seul truc qu'on voit, c'est ce qui va nous soulager tout de suite, indépendamment des conséquences à moyen et à long terme. Mais en fait, le problème, c'est que vu que ça soulage à court terme, en fait, on est tout le temps obligé de répéter les consommations pour se sentir confortable, et c'est comme ça qu'on s'enferme après dans des addictions. Donc ça peut être l'alcool, ça peut être d'autres choses, mais effectivement, on retrouve des problèmes. Je pense que la cigarette, beaucoup de fumeurs sont des grands anxieux. Tout à fait, tout à fait, parce que c'est aussi une façon, parce que quand je fume, on a la tétine. Voilà, on est occupé à autre chose. Voilà, on n'a pas pensé à ce qui peut souci. Alors c'est bien qu'il ait arrêté l'alcool, évidemment, mais ça n'a pas calmé. Il n'est pas moins anxieux pour autant. Non. Et est-ce qu'il a pu consulter quelqu'un ou demander un avis spécialisé? Alors, il a été aidé. Quand il a arrêté l'alcool, il est parti pendant 3 semaines en cure spécialisée. Oui. Donc, il a travaillé beaucoup sur tout ce qui, comme vous disiez, sur ses somatisations. Il y en a beaucoup qui ont été comprises, qui ont été résolues, mais comme
en fait, il a du mal à exprimer ses émotions. Et en fait, les émotions, même son corps, il les retransmet par, je sais pas, des sécheresses de peau ou des poussées de boutons. Ou en fait, chaque fois qu'il y a une anxiété ou une émotion qui est très forte, une inquiétude, son corps exprime beaucoup, jusqu'à même, comme vous disiez tout à l'heure, bloquer son dos aussi. Ça lui fait aussi. Voilà, donc c'est beaucoup. Et vous, comment vous vivez ça, Stéphanie ? Moi, j'essaye de parler avec lui calmement. Maintenant, et puis de laisser aussi se débrouiller, de trouver les solutions par lui-même, parce que je peux pas tout le temps en fait être là, lui tenir la main. Oui, mais vous avez raison, c'est important à un moment donné de prendre un peu de distance, parce que sinon il vous entraîne au fond du gouffre. Hein. Oui, tout à fait. C'est exactement ça. Donc quand je peux l'aider, quand c'est des choses techniques, en fait, je laisse que lui me demande son aide. S'il me demande pas son aide, je le laisse se débrouiller. Parce que j'avais pris l'habitude de venir à son secours dès que je voyais qu'il avait besoin d'aide, et je me suis aperçue en fait que ça les dépasse et ça empirait. Donc maintenant, s'il me demande son aide, je viens. Si je peux l'aider, je le fais. Si je peux pas, je peux pas, c'est pas grave. Mais s'il demande pas, il se débrouille. Oui, disons que le traitement de l'anxiété, ça passe quand même beaucoup par l'apprentissage d'apprendre à faire avec l'anxiété. En fait, c'est ça qui est pas intuitif pour les anxieux, c'est que finalement, ils ont le sentiment que d'être anxieux, c'est le problème, et que donc il faut en permanence lutter contre. Alors que quand l'anxiété est là, finalement, il vaut mieux apprendre à lui faire une place pour pas qu'elle prenne toute la place, parce que le problème de l'anxiété, c'est qu'on peut à nouveau toujours trouver un sujet qui va nous rendre anxieux. On peut toujours trouver un SI de plus. Il y a toujours un escalier. Il y a toujours un escalier. En fait, notre tête est toujours capable de projeter des problèmes, toujours. Ça. Donc si vous voulez, finalement, la thérapie passe beaucoup par l'acceptation de l'émotion, en fait. C'est-à-dire, je vais essayer de faire avec plutôt que d'être en permanence en train de lutter contre, parce que finalement, lutter contre, ça équivaut en plus à se tirer une balle dans le pied, alors que c'est comme une émotion, quelle qu'elle soit, plus on veut la chasser, plus elle prend sa place. Mais ce qui est intéressant, je ne sais plus non plus ce que je voulais dire. Non, mais ce qui est intéressant, Stéphanie, c'est que finalement, vous avez dit qu'il avait du mal à parler de ses émotions, donc au fond, c'est quelqu'un qui nie ses ressentis au fond et qui va donc intellectualiser par des paroles anxieuses au lieu de ressentir peut-être des choses qui datent de son enfance ou d'un passé, quoi. Et avec le temps, en fait, parce qu'on parle beaucoup, et moi je suis très spirituelle, beaucoup dans le moment présent, et en plus je suis une hypersensible, donc quand ces émotions, moi je le ressens tout de suite quand il est pas bien, même s'il me dit non ça va, parce qu'il veut pas fait créer, je le sais, il a pas besoin de m'en parler, mais il faut en fait, moi j'ai appris aussi à me protéger moi pour pas Mais parce que je crois que vous êtes une belle personne, hein. On entend dans votre parole malgré tout beaucoup d'amour et de compréhension, et il a de la chance de vous avoir. Parce que l'amour est plus fort que tout, et l'amour résout beaucoup de choses. Quand on a, que ce soit l'amour de soi ou l'amour des autres, j'ai appris à, même pour moi, qu'il sortent les plus belles choses de chaque personne. Non, mais c'est chouette de vous entendre, Stéphanie. Merci. Bah oui, et je suis sûre que il doit vous aimer profondément, parce que avec vous, il trouve une sacrée béquille. Oui, moi j'ai mes problèmes d'anxiété aussi, on a tous nos peurs, et on arrive maintenant en fait à communiquer à chacun, à s'écouter chacun sur ses peurs, en évitant de juger l'autre. Oui, c'est très bien ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que vous êtes son épouse ou sa compagne, donc vous êtes là en soutien, vous êtes empathique, vous lui dites que vous comprenez ce qu'il ressent. Oui.
et en même temps, vous n'êtes pas en permanence en train de répondre à ces demandes de réassurance parce que vous avez compris et vous avez fait l'expérience que finalement c'était contre-productif d'être en permanence tout le temps à essayer de répondre à toutes ces manifestations anxieuses. Donc, et on rejoint ce que je disais, c'est-à-dire en fait, vous, votre rôle finalement, c'est d'être présente, empathique, en soutien, mais pas de le soigner ou de trouver des solutions à son anxiété à sa place ou à la place du médecin qui le voit. Et surtout aussi la confiance aussi est importante parce que quand il a arrêté de boire, c'était lui montrer que j'avais confiance en lui, qu'il pouvait y arriver. Et d'avoir confiance en Mais moi je dirais même que on sent l'acceptation il est comme ça et je l'accepte tel qu'il est, je n'essaye pas de le changer. Non, et parce ça, que j'aime. En fait, j'aime. La plus belle preuve d'amour, elle est là, Stéphanie. C'est ça. Oui. On aime les personnes comme elles sont. Si on essaye de les changer, on peut pas changer les gens, les faire comme on voudrait. On a tous nos qualités, nos défauts, et il faut accepter les personnes comme elles sont entières. Tout à fait. Voilà. Ah ben bravo. Merci de ce témoignage, Stéphanie. Allez, une petite pause. On va parler dans le Love Conseil du présent et de l'amour, évidemment. Et puis, on va tester un coq ring vibrant. Et puis, on vous attend sur Sud Radio 0826 300 300. À tout de suite. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Eh bien, François Bourguignon, c'est un love conseil tout à fait adapté au sujet du jour, le présent et l'amour. Donc, vivre l'instant présent, oui, c'est une très jolie devise, mais vous allez voir, elle est tout à fait possible en amour, parce que bon, le passé, ça nous plonge dans les regrets, voire les remords, les ressentiments, ou même la culpabilité, même la nostalgie, elle n'est pas spécialement positive, mais bon, je dirais que c'est le moins pire de ce qui concerne le passé. Et quant au futur, il nous pousse à idéaliser nos amours, à rêver d'un meilleur qui, de toute façon, est quand même très incertain. Et on le sait, le futur, ça peut créer de l'anxiété. Donc, le seul moyen d'être heureux en amour, c'est de vivre chaque instant, c'est de vivre l'instant présent. En fait, il faut pas se projeter. Si votre couple, votre relation va bien, il faut en profiter, profiter de chaque instant. Ce qui veut pas dire qu'il faut pas avoir des projets communs ensemble, mais il faut avoir des projets, j'ai toujours envie de dire, assez réalisables et assez proches dans le temps. Il me semble que de voir son couple dans 10 ans, c'est un peu stupide parce qu'en 10 ans, chacun va évoluer et donc ça va doublement faire évoluer le couple, puisque le couple, c'est 1 + 1 = 3. Et je pense qu'en revanche, même s'il faut vivre l'instant présent, les serments d'amour éternel, ils sont assez bénéfiques parce que ça va pénétrer le cœur de chacun profondément, ça va créer de l'engagement plus fort, de la sécurité, de la confiance, et donc ça va permettre de baisser l'anxiété du syndrome d'abandon. Est-ce que vous êtes d'accord avec tout ça ? Oui, tout à fait. Puis ça me fait penser à une phrase d'Albert Camus qui disait « La vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent ». Je trouve que c'est une très belle citation. Oui, c'est vrai que c'est assez joli. Donc c'est vraiment important en amour, bien sûr, de se faire des promesses, mais de ne pas trop penser au futur ou au passé, parce que de toute façon, on ne sait pas. Voilà. Bonjour Patrick. Bonjour Brigitte. Alors vous avez reçu ce coq ring vibrant, avec donc il y a deux petits espaces. Il est assez joli, il est bleu marine, la matière est belle, et il s'appelle le coq ring vibrant Glorious Duo bleu de la marque Satisfyer. Alors pourquoi duo ? Parce qu'il y a deux espaces. Oui, tout à fait. Donc il y a un premier espace pour la verge et puis un deuxième espace dans lequel on peut insérer les testicules pour avoir vraiment une prise globale de son appareil. Donc je dirais que déjà a priori ce genre d'objet, moi j'avais jamais utilisé avant, c'est la première fois. Mais je pense qu'il y a une vertu pédagogique et on devrait le mettre entre les mains de à mon avis, tous les jeunes hommes qui débutent leur vie amoureuse et sexuelle, puisqu'il y a un premier réflexe quand on le voit, on se dit ouais, mais il est trop petit. Donc on se croit tous à ce moment-là très bien fournis par la nature. Donc ça rassure à mon avis beaucoup de gens. Quand on voit cet objet, on dit c'est vrai que ça a été la réflexion de un petit peu dans le studio quand on l'a découvert. Je vous le confirme, Patrick. Et voilà, donc quand à l'œil nu, on se dit voilà. Donc finalement, on se dit voilà, c'est que je suis extrêmement bien loté par la nature. C'est la première chose. Deuxième chose, c'est que ça incite aussi à
à l'utiliser tout de suite avec du lubrifiant finalement. Donc les deux choses à mon avis qui sont importantes à avoir pour un jeune homme, c'est-à-dire que voilà, avant de commencer un rapport sexuel, c'est formidable d'avoir déjà aussi du lubrifiant. Mais ce réflexe-là, c'est marrant, on l'a pas forcément avec une partenaire, mais avec ce genre d'objet, tout de suite, on a à l'esprit qu'il faudra mettre quelque chose pour être plus confortable. Oui, parce que là, ça peut faire mal. Bon, je vois. C'est pas bête ce que vous dites. Bravo. Objet pédagogique. Alors, je l'ai utilisé de façon, donc une fois, plusieurs fois seul et avec ma compagne. Alors justement, c'était la question qu'on se posait, Patrick. Est-ce que réellement c'est suffisamment souple pour pouvoir introduire la verge sans souffrir? Il faut avoir une bonne érection, j'imagine déjà. Voilà, d'où le lubrifiant. Voilà, il faut absolument mettre du lubrifiant. Donc une bonne érection et du lubrifiant, sinon ça passe mal. D'accord. Ouais, voilà, exactement. Et à ce moment-là, ça se passe. Celui des testicules, ça va, il a l'air souple, mais il est plus souple, mais je n'avais pas trop spécialement envie d'utiliser au départ d'ailleurs. Donc non, ça. Je sais pas, je l'ai fait par acquis de conscience. C'est bien. Vous êtes un bon élève. Mais franchement, c'est pas ce qui m'intéressait le plus. Donc, seul, oui, ça fait des petits fourmillements supplémentaires. Ça sert bien. Donc, je dirais, c'est apparemment préconisé pour des gens qui ont peut-être des problèmes d'érection et de durée d'érection. J'ai eu parfois des pannes, mais c'est assez peu chronique. Donc, j'ai pas pu tester l'effet réel du maintien d'une érection grâce à cet objet. Donc à l'usage seul, ça vibre un peu plus, puisqu'il est aussi vibratoire, il faut l'indiquer, avec plusieurs modes. Tout un florilège de modes, d'ailleurs il y en a beaucoup. Donc il faut le sélectionner un petit peu à l'avance, et puis c'est modulaire. Seul, ça m'a pas emballé. Non, je pense pas que ce soit fait pour être utilisé seul, parce que... Exactement. Parce que les vibrations ou l'enserrement, c'est pas ultra confortable de toute façon. Puis surtout, ça change les habitudes. Quand on a un certain âge, on a des habitudes de se procurer soi-même du plaisir, qui fait que dès qu'on change une petite chose, on sort de sa routine et moi, ça me déconcentre plus qu'autre chose. Donc bon, seul, c'est pas top. Et par contre, avec ma compagne, on l'a... Et je sais pas si vous avez augmenté les vibrations, mais franchement, ça peut aller très fort. Oui. Ça va fort, hein, à un moment donné. Ça peut même devenir désagréable d'ailleurs quand c'est trop fort. Oui. Alors l'intérêt, évidemment, si on l'utilise avec sa partenaire, c'est que ça fait vibrer normalement le clitoris. Voilà, ça partage. Alors actuellement, ma compagne étant fortement enceinte, on est plutôt en position de petite cuillère, donc pas forcément la meilleure position pour partager ce type de choses, parce que finalement on n'arrive pas en petite cuillère, on n'arrive pas vraiment à toucher directement le clitoris, mais c'est vrai que comme les vibrations peuvent être relativement fortes, ça fait vibrer la vulve, et donc forcément ça a des répercussions sur le clitoris. Exactement, moi à ce moment-là, c'était pas inconfortable, parce que c'était ma crainte initiale, donc c'était pas inconfortable, et la vibration que ça a constitué était à la fois agréable pour moi et surtout très agréable aussi pour ma compagne. Donc c'était plutôt un plus dans la relation. Finalement, il est bien ce petit. Il est très bien. Il est très bien. En plus, il est franchement pas cher, hein, 22,90 €. Il est en promotion actuellement. Voilà. Bon, écoutez, un petit truc en plus comme ça de temps en temps, pourquoi pas. Et je pense que par contre, il mérite de prendre du temps de l'appréhender en fait. C'est-à-dire vous conseillez à l'homme de d'abord l'utiliser seul pour pouvoir bien l'utiliser avec sa compagne. Oui. Voilà. Et d'ailleurs, même quand on utilise cet objet-là, on n'est plus du tout dans de la spontanéité, puisqu'il y a un préparatif, parce que voilà, on n'est pas, ça se prépare. Donc avec sa compagne, il faut du lubrifiant, une bonne érection, un peu de patience pour bien enfiler sans se faire mal, etc. Donc c'est un petit rituel. Donc c'est différent. Et à mon avis, j'en ai pas encore, à mon avis, encore fait le tour en termes d'usage. Et ça s'appréhende. Enfin, il y a un vrai apprentissage par rapport à d'autres jouets qu'on a pu utiliser pour en compagne et qui étaient plutôt des choses à destination féminine, où je dirais instinctivement, assez rapidement, ça produit des effets voulus. Celui-ci demande de l'apprentissage, mais ça vaut le coup d'essayer, parce que déjà ça change des choses. Déjà moi,
ce que ça m'a apporté en tant qu'homme, c'est que justement par rapport aux jouets, c'est moi qui étais acteur totalement, alors que les autres jouets c'était plutôt des jouets à destination uniquement. Bien sûr, bien sûr. La plupart des jouets évidemment sont destinés aux femmes, tandis que celui-ci c'est un jouet pour hommes ou pour couple, en effet. Bon, écoutez, moi je vous donne une bonne note en tant que testeur, ça c'est sûr. Et vous, quelle note vous donnez au jouet ? Je vais le mettre 8. 8 sur 10, d'accord. Merci beaucoup Patrick. Ce Cockring vibrant Glorious Duo bleu Satisfyer de la marque Satisfyer. Vous pouvez bien sûr vous le procurer sur l'enseigne ruedesplaisirs.com. Alors on continue avec Roland qui nous a rejoint. Bonjour Roland. Oui, bonjour François, bonjour Brigitte. Bonjour. Alors, vous êtes marié et vous avez plutôt l'impression de savoir vivre l'instant présent, c'est bien ça ? Alors, je dirais que en ce qui me concerne, alors tout d'abord merci de me donner l'opportunité de partager un petit peu mon vécu. Aujourd'hui, oui, c'est tout à fait vrai. Je suis marié, j'ai 2 enfants. Par contre, j'ai beaucoup de mal à être dans l'instant présent. J'aurais plutôt tendance à m'effacer pour justement peut-être me retrouver seul et ne pas faire partager mes moments difficiles. D'accord. C'est-à-dire que vous êtes un peu inquiet de l'avenir et vous préférez vous isoler plutôt que d'en parler avec votre compagne, c'est ça ? Pas tout à fait. En fait, à vrai dire, depuis que je suis jeune, j'ai toujours eu une tendance anxieuse, on va dire. Oui. Un petit peu comme tout le monde, lorsque j'ai pris conscience de la vie, de la mort, qu'un jour mes proches, les gens que j'aime, vont me quitter. J'ai vécu avec ça jusqu'à la fin de l'adolescence. Et puis à la fin de l'adolescence, aux alentours de 18-19 ans, j'ai vécu l'instant présent vraiment, comme on peut dire, pleinement, on va dire pleinement, jusqu'à mes 35 ans à peu près, l'âge où je suis devenu père pour la première fois. Et disons que j'ai eu une relation à la vingtaine avec une jeune femme qui s'est mal terminée, qui a duré 4 ans, et j'ai mis de côté cette relation pendant pas mal d'années. Et lorsque mon épouse et moi, on a eu notre premier garçon en 2009, j'avais 34 ans, et la charge parentale, le fait de devenir parent, a exacerbé cette anxiété qui était parfois très très forte, au point d'être un petit peu même hypochondriaque et de faire des crises d'angoisse si fortes que je me mettais à trembler, j'avais l'impression d'avoir de la fièvre, enfin c'était très compliqué. Le fait de partir en vacances à l'étranger, c'était devenu très compliqué aussi parce que je me retrouvais en dehors de mon cercle de confort, de ce que je connaissais, et puis j'avais peur de me retrouver avec mes proches en difficulté à l'étranger. Ça, c'était pour moi une grosse source de stress. Et en fait, ce qui a transformé ce stress, ce qui a modifié ce stress, en fait, ce sont des séances de sophrologie et de méditation qui m'ont beaucoup aidé à comprendre les origines de ces anxiétés, et de ce stress panique qui était totalement inutile. Comme vous l'évoquiez tout à l'heure, on ne devrait pas avoir peur de quelque chose qui n'est pas encore réalisé ou qui ne risque pas d'arriver. C'est complètement irrationnel d'agir comme ça. En tout cas pour les personnes normalement constituées, on va dire. Oui, mais en même temps, vous êtes assez lucide puisque vous avez commencé à parler de votre conscience de la vie et de la mort, et toute angoisse, toute anxiété, au fond, repose sur le fait que nous, humains, on sait que ça va finir mal. Oui. Et peut-être que la naissance de votre fils, justement, a réactivé. Il y a certainement eu dans votre enfance, vous en savez peut-être rien, mais il y a certainement eu quelque chose qui a ancré ça très fort dans votre cerveau. Oui, très probablement. Je me rappelle très bien de la scène quand j'ai pris conscience de ce qu'était la mort. J'étais avec mes parents, j'étais seul avec mes parents, et puis je leur ai dit que je voudrais pas me transformer en squelette, tout simplement. C'était pour moi mon image d'enfant par rapport à la mort, tout simplement.
Et alors ces épisodes de stress, de peur panique, de grosses crises d'angoisse, se sont transformés un petit peu en sorte d'état dépressif fluctuant, dont j'arrive pas du tout à me débarrasser, et ça a été provoqué par la période du Covid. Oui, comme beaucoup. Voilà. Et notamment par le fait que on a beaucoup parlé des infirmières, du milieu hospitalier, et ça a ravivé cette période où j'ai vécu 4 ans avec une personne, et depuis cette période, j'ai énormément de mal parce que je vis avec des regrets, de la nostalgie du passé. Et j'ai beaucoup de mal à me débarrasser de ces idées, de ces sentiments qui font qu'aujourd'hui j'ai beaucoup de mal à vivre dans le présent et profiter du présent avec ma famille, mon épouse, mes enfants. Et parfois je m'isole justement, et je me dis que j'aimerais ne plus être là pour ne plus avoir à subir ça et à le faire subir à mon épouse et indirectement à mes enfants. Oui, je crois que vous avez vraiment besoin de conseils. Restez avec nous, Roland, et dans un instant, François Bourgognon va vous répondre. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est en compagnie de François Bourgognon qu'on évoque donc l'anxiété qui nous empêche de vivre l'instant présent. Et merci Laurent de témoigner, parce qu'on voit à quel point, on l'a dit dans les médias, mais je crois tout le monde n'a pas pris assez conscience à quel point cette période de Covid a pu réactiver j'ai presque envie de dire des angoisses très profondes, parce que quand on écoute Roland, on a l'impression qu'on est au-delà même de l'anxiété. Oui, en tout cas, sur la première partie de son témoignage... il est toujours avec nous, Roland. Oui, Roland, vous, du coup, je parle sous votre contrôle. Mais sur la première partie de votre témoignage, finalement, donc vous dites qu'il y a eu beaucoup d'angoisse qui était autour de la mort et de la représentation de la mort, pour vous comme pour vos proches, en fait. Oui, tout à fait. Et ça, parce que aussi au début vous disiez j'ai compris qu'il fallait arrêter de s'inquiéter pour des problèmes qu'on imagine et qui n'arriveront pas. Et effectivement, la question de la mort, souvent, je la discute avec mes patients, parce que c'est pas un motif rare de consultation quand des personnes vont me dire, par exemple, qu'ils ont très peur que leurs parents meurent et qui s'inquiètent de ça, et qu'en fait ils sont tellement inquiets de ça que en fait ils s'absorbent dans des inquiétudes qui font que en fait quand ils sont même avec leurs parents, ils n'arrivent plus à être présents avec eux à ce moment-là. Et la question, c'est est-ce que de penser que mes parents vont mourir, bien évidemment c'est quelque chose qui va arriver. Donc c'est pas forcément, parfois on peut avoir des inquiétudes tournées vers des événements dont on sait qu'ils vont arriver. Mais après, la bonne question par rapport à ce type d'inquiétude-là, c'est qu'est-ce que je peux faire d'utile ? Qu'est-ce que je peux faire d'utile maintenant par rapport à ces inquiétudes-là? Et parfois, finalement, le mieux que l'on puisse faire dans certaines situations, et notamment par rapport à la mort, c'est de pas aggraver notre cas en essayant de contrôler quelque chose qui ne dépend pas de nous. Parce que bien évidemment, le fait de tourner en rond dans ma tête sur la peur que mes parents meurent, par exemple, ne les empêchera pas de mourir s'ils doivent mourir. Donc ce n'est pas utile. Non seulement ce n'est pas utile, mais ça prend toute mon énergie et ça me prive de temps à pouvoir passer avec eux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est une triple peine. C'est-à-dire que non seulement ça ne résout pas, mais ça prend toute mon énergie et ça me fait passer à côté de moments importants pour eux. Donc en fait, par rapport à la question de la mort, en fait, c'est un renversement total. Il faut arriver à cette compréhension-là qu'en fait, c'est à partir du moment où on arrive à l'accepter et à l'intégrer comme un élément fondamental de la vie, que finalement on arrive à élargir sa vie, parce qu'en fait le risque, c'est de se priver de temps de vie par peur de la mort et refus de l'accepter. Et tout l'enjeu, c'est vraiment un moment de se dire, effectivement, puisque je ne peux rien faire d'utile pour empêcher tel ou tel type de malheur, peut-être que le mieux que j'ai à faire, c'est d'avancer du mieux que je peux avec cette inquiétude et avec cette peur-là, mais de mettre mon énergie au bon endroit. Et mon énergie, le bon endroit, ça va être d'essayer d'être attentif dans le moment présent à mes proches. Voilà, donc ça c'est une piste intéressante, c'est-à-dire que de prendre conscience que le fait de s'abîmer dans des inquiétudes, non seulement ne permettra pas certains événements de se passer s'ils doivent se passer, mais qu'en plus ça nous prive de temps de vie.
Alors il y a une chose que vous avez dite qui m'interpelle, Roland. Vous avez dit que vous étiez donc beaucoup axé sur le passé avec cette femme avec qui vous avez vécu 4 ans. Oui. Qu'est-ce qui fait que vous avez cette nostalgie-là? Qu'est-ce qui vous a renvoyé à elle pendant la période Covid? Disons que la séparation qui est intervenue avant 2000, c'est mal. Ça fait mal. Je voulais absolument pas cette séparation. Et en fait, j'ai provoqué avec cette personne ce que je redoutais le plus. C'est-à-dire que vous êtes responsable d'une séparation dont vous ne vouliez pas. Oui, comme beaucoup de personnes qui souhaitent se séparer, puis qui se rendent compte au bout d'un mois qu'ils ne peuvent plus se passer de la personne. Et pourquoi vous vouliez vous séparer? Pour des conflits, tout simplement, pour des choses, pour de la lassitude, des choses que chaque couple connaît, des engueulades, des choses comme ça. D'accord. Est-ce que tout d'un coup vous vous êtes rendu compte, parce que vous vous êtes peut-être retrouvé un peu trop avec votre épouse, vous vous êtes rendu compte que cette lassitude, elle est inévitable? Oui, c'est vrai que c'est. Je pense que quand on vit avec une personne pendant un certain nombre d'années, on arrive à une certaine lassitude, effectivement. Et donc vous êtes en train de vous dire peut-être que j'aurais dû rester avec elle, puisque de toute façon la lassitude est inévitable, mais en fait c'était quand même mon grand amour, c'est ça? Alors pas forcément le grand amour, mais disons que cette relation aurait pu perdurer un petit peu plus longtemps. Elle aurait peut-être duré plus long jusqu'à aujourd'hui. Ça, on n'en sait rien. Mais disons que comme à l'époque. D'accord. Mais voyez qu'on découvre que là, vous êtes en train de vous torturer de quelque chose que vous avez fait et que vous n'auriez pas dû faire. Mais voyez que là aussi vous êtes dans quelque chose de totalement irrationnel, puisque de toute façon ça a été fait. Et cette culpabilité, finalement, elle cache quoi? Elle cache sans doute une envie de revibrer, que votre cœur à nouveau soit un peu enflammé. Et je pense que c'est sans doute ce qui se passe en ce moment. Il y a un fond dépressif peut-être qui vous fait croire que si vous étiez resté avec cette femme, vous seriez peut-être plus heureux. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça qu'il faut, à mon avis, travailler avec quelqu'un pour chasser cette nostalgie qui vous empoisonne. Oui, totalement. Alors j'ai essayé j'ai consulté évidemment un sophrologue, enfin des diverses personnes que j'ai suivies pendant un petit moment, mais j'avais l'impression à un moment donné d'atteindre un point qui stagnait, où on n'avançait pas. Oui, parce que votre cerveau reste dans cette nostalgie et donc vous ne visualisez que les bons moments, alors que si vous êtes parti, c'est quand même parce que c'était pas si génial que ce que vous imaginez maintenant avec le recul, vous voyez. Oui, tout à fait. Et donc c'est vraiment là aussi c'est un travail qu'il va falloir faire. Chaque fois que vous avez une tendance à être dans cette nostalgie-là, il va falloir revenir sur du rationnel et du concret, parce que votre vie, elle est devant vous, elle n'est pas derrière. Oui, bien sûr, vous avez raison, oui, c'est tout à fait ça. Mais alors, peut-être, moi je dis que souvent, dans ces cas-là, il faut écrire. Alors écrivez peut-être ce que vous avez vécu avec cette femme, écrivez, parce que il y a des choses inconscientes qui vont enfin sortir et qui vont arrêter de vous ronger de l'intérieur. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Brigitte, parce que quand on écrit aussi son histoire, en fait, très souvent ce qui nous fige vis-à-vis du passé, c'est de refuser ce qui s'est passé et d'essayer de le résoudre, mais ça c'est quelque chose que même Dieu ne peut pas faire, c'est faire que les choses faites n'aient jamais été faites. Donc on peut pas revenir dessus. Par contre, ce qui peut être intéressant pour pouvoir justement dépasser un peu son histoire, c'est effectivement de l'écrire ou de la raconter d'une façon ou d'une autre. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où j'écris mon histoire, je suis obligé de la regarder en face. Donc il y a un changement de posture et d'orientation mentale vis-à-vis de son histoire, c'est-à-dire que je sors d'une forme de lutte interne permanente pour être obligé de la regarder quelque part, de l'accepter et finalement pour pouvoir l'écrire
et la mettre en perspective. Et à partir de là, finalement, il y a un changement d'orientation mentale qui fait que j'arrive quelque part à dire ok, c'est cette histoire-là qui s'est passée. J'aurais préféré que ça se passe différemment, mais ça s'est passé comme ça. Et j'en suis là. Et à partir de maintenant, où je vais. Et c'est une bonne façon de procéder. Et d'ailleurs, on voit bien qu'il y a plein d'artistes qui disent le fait de faire ce film, enfin de raconter mon histoire à travers un film ou à travers un livre, c'était une thérapie. Et à n'en pas douter, ils sont dans le vrai. C'est-à-dire que le fait de raconter son histoire, ça peut permettre de la dépasser. Et puis peut-être être plus clair sur cette image de squelette que vous avez eu enfant, parce qu'il y a certainement quelque chose aussi qui peut se révéler là. Merci Roland, on est en fin d'émission, on est obligé de vous laisser, mais je suis sûre que tout ce qu'on vous a dit va vous aider et je suis sûre que vous allez pouvoir y arriver.